Mes parents m'ont traité comme si j'étais mort, 8 années entières sans un seul mot. Mais quand je suis apparu dans Forbes, ma mère m'a immédiatement envoyé un SMS, fête de Noël en famille à 18h30. Nous avons quelque chose d'important à discuter. Je me souviens de la date exacte. C'était le 14 octobre. L'air dehors devenait vif. Les feuilles de Maple Grove changeaient de couleur. Et à l'intérieur de la maison des Queens, le chauffage était réglé sur exactement 72 degrés, tout comme mon père l'aimait. J'avais 19 ans. J'étais en 2e année à l'université Northwestern, étudiant le commerce comme il le voulait. Mais ma tête n'était pas dans les manuels. Ma tête était dans les nuages. Littéralement, j'avais passé les 6 derniers mois à sauter les fêtes et le sommeil pour écrire du code. J'avais construit le squelette d'une application financière dont je savais, au plus profond de mes tripes, qu'elle pourrait changer la façon dont les petites entreprises géraient les prêts. Mais pour Charles Quinn, mon père, les intuitions ne comptaient pas. Seul l'héritage comptait. Seul le chemin qu'il avait choisi comptait. J'étais assise à la table de la salle à manger. C'était un mardi, ce qui signifiait poulet rôti. Ma mère, Marianne, était assise à un bout. Mon père était assis en bout de table. Mon frère aîné, Logan, était assis en face de moi, faisant défiler son téléphone sous la table. Ma tante Sylvia, la sœur de mon père, était en visite. Elle était assise à côté de Logan, sirotant son vin rouge et lorgnant mon assiette. « Tu ne manges pas, Harper ?» a dit tante Sylvia. Sa voix était stridente, comme du papier qu'on déchire. La nourriture de l'université te ramollit. Je n'ai pas faim, ai-je dit doucement. Mon père a levé les yeux de son repas. Il n'a pas parlé. Il a simplement attendu. Dans notre maison, le silence était son arme. Il l'utilisait pour vous faire sentir petit avant même de dire un mot. J'ai pris une profonde inspiration. J'avais répété ce moment dans le miroir pendant 3 semaines. Dis-le, c'est tout. Je me suis dit, arrache le pansement d'un coup. J'ai quelque chose à vous dire à tous, ai-je dit. Ma mère s'est arrêtée, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Elle avait l'air nerveuse. Elle avait toujours l'air nerveuse quand l'attention se tournait vers moi. Elle savait que j'étais la variable qu'elle ne pouvait pas contrôler. J'abandonne mes études, ai-je dit. Le silence qui a suivi n'était pas seulement silencieux. Il était lourd. C'était comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. Logan a ricané. Il a laissé tomber son téléphone sur ses genoux et m'a regardé avec un sourire narquois. « Tu te fais virer ?» a-t-il demandé. « Je te l'avais dit, papa. Je t'avais dit qu'elle ne s'en sortirait pas en maths. »« Je ne me fais pas virer, » ai-je dit, la voix tremblant juste un peu. J'ai une moyenne de 4.0. J'arrête parce que je n'ai pas besoin du diplôme pour ce que je vais faire ensuite. Je déménage en Californie. Je lance une start-up. Mon père a lentement posé son couteau et sa fourchette sur son assiette. Le cliquetis de l'argenterie contre la porcelaine a résonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Il s'est essuyé la bouche avec sa serviette et l'a posée sur la table. « Répète ça, » a-t-il dit. Sa voix était basse. Dangereuse. Je déménage en Californie, ai-je dit, en essayant de garder la tête haute. J'ai une idée, une grande idée. La FinTech. Je ne peux pas la construire en étant assise dans des amphithéâtres à apprendre une théorie vieille de 20 ans. La fenêtre d'opportunité, c'est maintenant. Si j'attends, je perds. Tu perds ? Mon père s'est levé. Il n'était pas un homme grand, mais à ce moment-là, il semblait occulter la lumière du lustre. Je paie $50 000 par an pour cette école. J'ai tiré des ficelles pour te faire entrer dans ce programme. Et tu penses que tu peux simplement t'en aller pour jouer sur des ordinateurs ? Ce n'est pas un jeu, ai-je insisté. Je construis une entreprise. Tu es une enfant, a sifflé tante Sylvia. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise, faisant tourner son vin. Tu es une petite fille gâtée qui pense que le monde réel est un jeu. Tu vas te faire dévorer toute crue. J'ai regardé ma mère. J'avais besoin qu'elle dise quelque chose. J'avais besoin qu'elle dise « Écoutons-la, Charles ». Ou même « Es-tu sûr, Harper ?» Mais elle ne m'a pas regardé. Elle fixait son poulet rôti. Elle a coupé un petit morceau de pomme de terre et l'a mis dans sa bouche. Elle mâchait lentement. Elle choisissait d'être invisible. Elle le choisissait, lui.
Mon père a contourné la table jusqu'à ce qu'il se tienne juste derrière ma chaise. Je pouvais sentir son eau de Cologne. Ça sentait le bois précieux et le tabac froid. Si tu quittes cette école, a-t-il dit, se penchant pour que sa voix soit juste dans mon oreille. Si tu ne reviens pas dans cette maison. Papa, s'il te plaît, comprends. Non, m'a-t-il interrompu. Il a frappé la table de sa main. Les verres d'eau ont sursauté. Plus de discussion. Tu as un choix. Tu restes à l'école, tu obtiens ton diplôme, et tu viens travailler pour Queen et Fils comme ton frère. Ou tu pars. Mais si tu pars sans rien. Je me suis levé et lui ai fait face. Mon cœur battait si fort contre mes côtes que ça faisait mal. Je ne peux pas rester. Ce n'est pas ma vie. C'est la vôtre. Il m'a regardé droit dans les yeux. Son visage était rouge, ses veines pulsaient dans son cou. Alors, pars. Tante Sylvia a dit, Charles, ne la laisse pas simplement partir. Elle doit apprendre. Oh, elle apprendra, a dit mon père. Il a pointé un doigt vers mon visage. À partir de ce soir, Harper Queen est morte pour cette famille. Tu m'entends? Morte. J'ai regardé Logan. Il souriait. On aurait dit qu'il regardait un film qu'il aimait. Il était l'héritier maintenant, le seul centre d'attention. Ça lui plaisait. J'ai de nouveau regardé ma mère. Maman, ai-je murmuré. Elle a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient humides, mais son visage était de pierre. Elle a secoué la tête légèrement, une seule fois. Un rejet. Elle ne me sauverait pas, dehors, a dit mon père. Prends ce que tu peux porter. Laisse le reste. Je ne veux plus voir une seule trace de toi dans cette maison d'ici demain matin. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai senti un étrange engourdissement m'envahir. J'ai tourné les talons et j'ai quitté la salle à manger. Je suis monté dans ma chambre, la chambre où j'avais grandi, les murs roses que j'avais peints à 12 ans, le bureau où je faisais mes devoirs. J'ai attrapé un sac de sport dans le placard. J'ai fait mes bagages de manière pratique, des jeans, des t-shirts, mon ordinateur portable, mon disque dur, un sweat à capuche épais. Je n'ai pas pris les bijoux que mon père m'avait offerts pour mes 16 ans. Je n'ai pas pris le manteau cher que Sylvia m'avait donné, celui qu'elle me critiquait toujours de mal porter. J'ai emballé ma vie dans un seul sac en 20 minutes. Quand je suis redescendu, la maison était de nouveau silencieuse. Ils étaient toujours dans la salle à manger, en train de manger. Je pouvais entendre le cliquetis des fourchettes. Ils étaient déjà passés à autre chose. J'étais déjà un fantôme. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Ma main était sur la poignée quand j'ai entendu un léger grincement venant du couloir de la cuisine. C'était grand-mère Lucille. C'était la mère de mon père, mais elle ne lui ressemblait en rien. Elle avait 80 ans, toute petite avec des cheveux comme de la barbe à papa blanche. Elle vivait dans la dépendance au rez-de-chaussée. Elle avait dû entendre les cris. Elle s'est traînée vers moi dans ses pantoufles. Elle n'avait pas l'air d'avoir peur de mon père. Elle avait l'air triste mais forte. Tu pars, a-t-elle affirmé. Ce n'était pas une question. Je dois le faire, grand-mère, ai-je dit. Ma voix s'est finalement brisée. Les larmes que j'avais retenues dans la salle à manger ont commencé à me brûler les yeux. Il a dit que je suis morte pour eux. Elle a tendu la main et a pris mon visage dans ses mains. Sa peau était fine comme du papier et chaude. C'est un imbécile, a-t-elle murmuré. Il pense que l'argent et l'obéissance sont la même chose que l'amour. Il ne t'a jamais comprise, Harper. Tu as le feu en toi. Lui n'a que la peur. Elle a fouillé dans la poche de son cardigan et en a sorti une petite liasse de billets. Elle l'a pressé dans ma paume. C'est seulement 5 cents, a-t-elle dit. C'est mon argent du bingo. Prends-le. Je ne peux pas prendre ton argent, grand-mère. Prends-le, a-t-elle commandé. Sa poigne était étonnamment forte. Et écoute-moi. N'ose pas te retourner. Ne regarde pas en arrière cette maison. Tu vas là-bas et tu construis cette chose dont tu parles. Tu leur feras ravaler leurs paroles, ma chérie. Elle m'a embrassé sur le front. Va-t'en avant qu'il ne sorte. J'ai serré sa main une dernière fois. Je t'aime, grand-mère. Je t'aime aussi, ma petite. Maintenant, cours. J'ai ouvert la porte et suis sorti dans la nuit fraîche d'octobre.
Je me suis dirigé vers ma vieille Honda Civic, la seule chose que j'avais achetée avec mon propre argent en travaillant comme serveuse l'été. J'ai démarré le moteur. Je n'ai pas regardé la fenêtre de la salle à manger. J'ai mis la voiture en marche et je me suis éloigné du trottoir. C'est cette nuit-là que Harper Quinn est morte, et c'est cette nuit-là que la vraie moi est née. La Californie n'était pas le rêve que j'imaginais. Pas au début. Dans les films, vous conduisez vers la côte avec les vitres baissées, le soleil qui brille et les opportunités qui vous attendent aux limites de la ville. En réalité, je suis arrivé à San Francisco avec $400 restant de l'argent de ma grand-mère, un demi-réservoir d'essence et aucun endroit où dormir. Le premier mois a été une leçon d'humiliation. Je ne pouvais pas me permettre un appartement. Je ne pouvais même pas me permettre une auberge de jeunesse pour plus de quelques nuits. J'ai contacté une fille que je connaissais du lycée qui avait déménagé dans l'Ouest un an plus tôt. Elle m'a laissé dormir sur son canapé à Oakland pendant 2 semaines. « Tu dois trouver autre chose bientôt », m'a-t-elle dit un matin alors que je pliais ma couverture. Mon petit ami emménage. Nous avons besoin de l'espace. Je sais, ai-je dit. Je suis sur le point d'obtenir un financement. Juste quelques jours de plus. Je mentais. Je n'étais pas sur le point d'obtenir un financement. J'étais invisible. Quand elle m'a mise à la porte, j'ai dormi dans ma voiture. Je me garais dans des rues secondaires calmes, me recroquevillant sur la banquette arrière avec mon sweat à capuche sur les yeux. Il faisait froid la nuit, humide. Chaque son, une voiture qui passe, un chien qui aboie, des pas, me faisait sursauter. J'étais terrifié que la police frappe à la fenêtre, ou pire. J'ai développé une routine pour rester humaine. Je me suis inscrite dans une salle de sport ouverte 24 heures sur 24 pour $10 par mois. C'était ma salle de bain. Tous les matins à 5 heures, j'y allais. Je marchais sur le tapis roulant pendant 10 minutes pour ne pas avoir l'air suspect, puis je passais 30 minutes sous la douche. Je me lavais les cheveux avec le savon rose bon marché du distributeur. Je me brossais les dents au lavabo en évitant le contact visuel avec les femmes qui étaient là pour les cours de yoga du matin. Elles portaient des ensembles lululemon assortis et parlaient de jus vert. Je portais les mêmes leggings 3 jours de suite et je m'inquiétais de savoir comment faire durer un sandwich à $5 jusqu'au dîner. Elles avaient des familles. Elles avaient des maisons. J'avais un ordinateur portable et de la rancœur. Mon bureau était la bibliothèque publique. J'arrivais dès l'ouverture des portes. Je trouvais un coin au fond près d'une prise de courant et je codais. J'écrivais du code pendant 14 heures par jour. Mes yeux me brûlaient, mon dos me faisait mal, mes doigts me faisaient des crampes, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Si je m'arrêtais, je devais penser à où j'étais. Si je m'arrêtais, je devais penser aux messages que je ne recevais pas. C'était la partie la plus difficile, le silence. Pendant les 6 premiers mois, je vérifiais mon téléphone toutes les heures. Je pensais que peut-être ma mère craquerait. Je pensais qu'elle enverrait peut-être un message secret. « Est-ce que tu vas bien ? As-tu de quoi manger ?» Je pensais que peut-être Logan m'enverrait un texto pour se moquer de moi, ce qui aurait été mieux que rien. Même la haine est une connexion. Mais il n'y avait rien. Pas de texto d'anniversaire en décembre. Pas de joyeux Noël. Rien. Je me souviens d'une nuit en février. Il pleuvait fort. Ma voiture fuyait. Une lente goutte d'eau tombait sur mon siège passager. Je mangeais une conserve de haricots froids parce que je ne pouvais pas me permettre un repas chaud. J'ai regardé mon téléphone. J'ai composé le numéro de la maison. J'ai maintenu mon pouce au-dessus du bouton d'appel. Je voulais entendre la voix de mon père. Je voulais l'entendre me crier dessus. Je voulais juste savoir que j'existais encore pour eux. Mais ensuite, je me suis souvenu de l'expression de son visage. Harper Quinn est morte pour cette famille. Et je me suis souvenu du mot de grand-mère Lucille. J'avais gardé le bout de papier dans lequel elle avait enveloppé l'argent. Je le gardais dans la sacoche de mon ordinateur portable. Continue jusqu'à ce qu'il soit obligé de dire ton nom. J'ai reposé le téléphone. Je n'ai pas appelé. J'ai mangé mes haricots froids, j'ai essuyé la fuite avec une serviette sale et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai travaillé jusqu'à ce que ma batterie soit vide. À la 2e année, une carapace s'était formée sur mon cœur. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone. J'ai arrêté de chercher le visage de ma mère dans la foule. J'ai cessé d'être une fille. Je suis devenu une machine.
J'ai commencé à obtenir de petits contrats en freelance, réparant des sites web pour des boulangeries locales, déboguant du code pour d'autres startups. Ce n'était pas grand-chose, mais ça m'a sorti de la voiture et m'a permis de louer une chambre partagée dans une maison avec 5 autres personnes. J'avais un lit, un vrai matelas. C'était comme le luxe. Puis la percée a eu lieu. Je suis allé à une rencontre tech. Je n'étais pas invité. Je me suis faufilé par la porte de derrière, vêtu d'un blazer acheté dans une friperie. Je buvais de l'eau en faisant semblant que c'était de la vodka pour avoir l'air d'être à ma place. J'ai commencé à parler à un gars nommé Ben. C'était un investisseur. Il avait l'air fatigué, ennuyé par les présentations qu'il entendait. Tout le monde a une application pour promener des chiens ou pour des rencontres, se plaignait-il. Personne ne résout de vrais problèmes. Moi si, ai-je dit. Il m'a regardé. Qui êtes-vous? Je suis Harper et j'ai un moyen d'automatiser l'évaluation des risques de prêt aux petites entreprises qui réduit le temps d'approbation de 3 semaines à 3 minutes. Il a posé son verre. Montrez-moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable, là, sur la table haute. Je lui ai montré le code que j'avais écrit à la bibliothèque. Je lui ai montré l'algorithme que j'avais construit en dormant dans une Honda Civic. Il a regardé l'écran. Il a posé des questions. J'y ai répondu rapidement, directement, simplement. Je connaissais mon produit mieux que je ne me connaissais moi-même. À la fin de la soirée, il m'a donné sa carte. 2 semaines plus tard, j'avais mon premier chèque de $200 000. J'ai emménagé dans un petit appartement à moi. J'ai acheté des légumes frais. J'ai acheté un nouveau manteau. Mais je n'ai pas appelé à la maison. Le succès est une chose étrange. Il vous valide, mais il vous isole aussi. Au fur et à mesure que mon entreprise grandissait, je suis devenu plus dur. J'ai licencié des gens qui ne travaillaient pas assez dur. J'ai négocié des contrats avec une froideur qui effrayait les gens. Un journaliste de magazine m'a appelé « la reine de glace de la FinTech ». J'ai ri en le lisant. Il pensait que j'étais froide de nature. Il ne savait pas que j'étais faite de glace parce que j'avais été gelée par les personnes qui étaient censées me tenir au chaud. La 3e année est passée. Puis la 4e. Mon entreprise, LoanSwift, a été acquise par une plus grande société, mais je suis resté PDG. Puis nous sommes entrés en bourse. La valorisation a grimpé en flèche. J'ai commencé à voir mon nom dans les articles. Harper Quinn, le génie qui a abandonné ses études. Harper Quinn. L'avenir de la banque. Je me demandais s'il le voyait. Mon père lisait-il le Wall Street Journal? A-t-il vu mon visage le dévisager pendant son café du matin? S'est-il étouffé avec son toast? Tante Sylvia m'a-t-elle vu dans Vogue quand ils ont fait un article sur les femmes dans la tech? A-t-elle vu la robe de créateur que je portais? Une qu'elle ne pourrait jamais se permettre. Je n'ai jamais cherché à le savoir. Le silence était maintenant une rue à double sens. Ils avaient construit le mur, mais c'est moi qui le renforçais avec des briques d'or. À la 8e année, j'étais méconnaissable par rapport à la fille qui avait quitté Maple Grove. J'avais 27 ans. Je portais des tailleurs sur mesure. J'avais un assistant personnel. J'avais une vue sur le Golden Gate Bridge depuis mon bureau, mais j'avais toujours le même numéro de téléphone. Je ne l'ai jamais changé, juste au cas où. C'était une faiblesse persistante, une minuscule fissure dans l'armure. Je me disais que je m'en fichais. Je me disais que j'avais tourné la page. Je me disais que j'étais heureuse d'être une orpheline avec un compte en banque rempli de millions. Puis est arrivé le matin où la liste Forbes a été publiée. Je me suis réveillé seul dans mon lit king size. Le soleil entrait à flot. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Je me suis retourné et l'ai pris. J'ai d'abord vu le titre. L'abandonneuse qui a bâti un empire de 130 millions de dollars. J'ai souri. C'était réel. Je l'avais fait. Grand-mère avait raison. Puis la deuxième vibration est arrivée. Un texto de maman. C'était la première fois que ce nom apparaissait sur mon écran depuis près d'une décennie. Mon cœur s'est arrêté pendant une seconde. J'avais de nouveau 19 ans. J'étais la fille effrayée dans la salle à manger. J'ai ouvert le message. Dîner du réveillon de Noël. Famille seulement. Discussion importante. J'ai fixé les mots. Il ne disait pas « félicitations ».
Ils ne disaient pas, tu nous manques. Ils ne disaient pas, nous avions tort. Ils exigeaient simplement ma présence. Je me suis assise dans mon lit. Je suis allé au miroir. Je me suis regardé. J'ai vu les rides d'épuisement autour de mes yeux, dus à des années de travail de 18 heures par jour. J'ai vu le pli de ma mâchoire, dur et déterminé. Ils pensaient qu'ils convoquaient la victime. Ils pensaient qu'ils pouvaient claquer des doigts et que j'accourais, désespéré de leur approbation. J'ai de nouveau regardé le texto. Discussion importante. Je savais ce que cela signifiait. On n'appelle pas la fille qu'on a reniée pendant 8 ans à moins d'avoir besoin de quelque chose. Et maintenant, pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose qu'il n'avait pas. Le pouvoir. J'ai pris le téléphone. Je n'ai pas tremblé. Je serai là, ai-je tapé. Les années de survie étaient terminées. L'heure des comptes allait commencer. Quand l'article de Forbes a été mis en ligne, mon bureau s'est transformé en fête. Mon assistante, Sarah, est entrée avec une bouteille de champagne. L'équipe d'ingénieurs applaudissait dans le couloir. Mon téléphone explosait de notifications de LinkedIn, Twitter et d'anciens camarades d'université à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tout le monde voulait dire qu'il connaissait Harper Quinn. Tout le monde voulait un morceau de l'histoire du milliardaire qui a abandonné ses études. Tu as l'air d'être sous le choc, a dit Sarah en me versant un verre. Bois, patronne. Tu as gagné. J'ai forcé un sourire. Merci, Sarah. J'ai pris le verre et je me suis approché de la fenêtre. San Francisco avait l'air petite d'ici. Les voitures étaient comme des jouets. Les gens étaient des points invisibles. Tu as gagné. C'est ce que tout le monde n'arrêtait pas de dire. Et sur le papier, ils avaient raison. J'avais une valeur nette de 130 millions de dollars. Je venais d'avoir 27 ans. J'avais le pouvoir, l'influence et la liberté. Mais là, en regardant la ville, j'ai ressenti une douleur creuse familière dans ma poitrine. Gagner est solitaire quand on n'a personne à appeler. J'ai parcouru les messages sur mon téléphone. Félicitations. Si fier de toi. J'ai toujours su que tu y arriverais. Des inconnus, des connaissances, des gens qui voulaient un emploi. Il n'y avait rien de mon père, rien de mon frère, rien de ma tante. Je me suis dit que je m'en fichais. Je me suis dit que leur silence était mon trophée. Cela signifiait que je les avais dépassés. Cela signifiait que j'avais éclipsé la petite boîte dans laquelle ils avaient essayé de me mettre. Mais la vérité est qu'une partie de moi, la partie stupide et enfantine, attendait toujours. J'attendais toujours que mon père prenne le téléphone et dise « Bon travail, Harper ». J'avais tort. J'attendais des excuses qui n'allaient jamais venir. Puis le texto de ma mère est arrivé. Dîner du réveillon de Noël. Famille seulement. Discussion importante. J'ai fixé ces mots pendant un long moment. Les bulles de mon champagne se sont éventées. Famille seulement. L'audace de la chose m'a fait rire. Un rire court et sec qui a surpris Sarah. Tout va bien, a-t-elle demandé. Parfaitement, ai-je dit. Juste des histoires de famille. J'ai de nouveau regardé le texto. Je l'ai disséqué comme si c'était une ligne de code bogué. Ils ne m'ont pas invité parce que je leur manquais. Si je leur manquais, ils auraient appelé il y a 3 ans quand j'ai été hospitalisé pour une pneumonie et que ma grand-mère leur a dit. Ils n'ont pas appelé à ce moment-là. Si je leur manquais, ils m'auraient contacté quand j'ai été cité dans le journal local pour mon premier million. Ils l'ont ignoré. Non, ce texto n'était pas une question d'amour. C'était une question de mathématiques. Ma mère a vu le titre. Elle a vu 130 millions de dollars et soudain, la fille qui était morte était de nouveau vivante. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je devais réfléchir. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Ce n'était pas seulement l'article. Ma famille était fière, trop fière pour mendier, à moins d'être absolument désespérée. Mon père se couperait la main plutôt que de me demander de l'aide. Donc, s'il me contactait, c'est que quelque chose allait catastrophiquement mal. J'ai pensé à Logan, mon frère, le Golden Boy. Il avait 2 ans de plus que moi. Il avait suivi le chemin à la perfection. Diplôme de commerce, président de fraternité, directement dans la suite exécutive de Quinn et Fils.
Il était censé être celui qui ferait passer l'empire familial au niveau supérieur. Mais Logan était paresseux. Je le savais. Il aimait le titre de vice-président, mais il n'aimait pas le travail. Il aimait les voitures chères et les longs déjeuners. S'il me rappelait, cela signifiait que Logan avait échoué. J'ai ressenti une vague de sombre satisfaction. C'était mesquin, je sais, mais après 8 ans à être le mouton noir, l'idée que le Golden Boy ait terni sa couronne me faisait du bien. J'ai regardé mon reflet dans l'écran sombre de l'ordinateur. N'y va pas, une voix dans ma tête a dit. Reste ici. Reste en sécurité. Envoie-leur un chèque si tu veux ou dis-leur d'aller au diable, mais ne retourne pas dans cette maison. Retourner là-bas signifiait rouvrir la blessure. Retourner là-bas signifiait s'asseoir à cette table où j'ai été effacé. Mais je ne pouvais pas rester à l'écart. Je devais le voir. Je devais voir leur visage quand j'entrerais. Je devais voir s'ils pouvaient me regarder dans les yeux. Et plus que tout, je devais voir grand-mère Lucille. Elle avait 88 ans maintenant. Ses lettres se faisaient plus courtes. Son écriture devenait plus tremblante. Si je ne retournais pas maintenant, je pourrais ne plus jamais la revoir. J'ai pris le téléphone et j'ai tapé la réponse. Je serai là. J'ai posé le téléphone. Je ne retournais pas en tant qu'Harper la victime. Je ne retournais pas en tant que l'abandonneuse de 19 ans. Je retournais en tant que PDG, et un PDG fait ses vérifications préalables avant une réunion. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Sarah, ai-je dit. Mettez-moi Daniel Mercer en ligne et réservez un vol pour le Minnesota. Allez simple. Allez simple, a demandé Sarah. Quand revenez-vous? Je ne sais pas, ai-je dit. Ça dépend de comment se passera la réunion. La plupart des gens pensent que je suis entré dans ce dîner de Noël à l'aveugle. Ils pensent que je suis juste venu en espérant le meilleur. Ils ne me connaissent pas. Je n'espère pas, je me prépare. La préparation a en fait commencé 9 mois plus tôt. J'étais dans mon appartement à San Francisco en train de manger des sushis à emporter quand mon téléphone secret a sonné. C'était un téléphone prépayé que je gardais spécifiquement pour une personne, grand-mère Lucille. Mes parents surveillaient le téléphone de la maison. Ils vérifiaient les factures. Donc, il y a 4 ans, j'avais envoyé par la poste à ma grand-mère un téléphone portable prépayé. Je l'avais scotché à l'intérieur d'une boîte de chocolat pour que mon père ne se doute de rien. Je lui ai appris à s'en servir. Nous parlions une fois par semaine, généralement le dimanche soir, quand mes parents étaient au country club. Harper, sa voix semblait faible, fatiguée. Je suis là, grand-mère. Est-ce que ça va? Je vais bien, ma chérie. Juste de vieux os. Elle a fait une pause. Je pouvais entendre l'horloge tic-tac dans sa chambre. Mais les choses ici, les choses ne vont pas bien. Mon estomac s'est noué. C'est papa? Il est malade? Non, il est en pleine forme. C'est l'entreprise, Harper. Queen et fils. Elle a baissé la voix jusqu'à un murmure. Ils sont en train de couler. Ton père ne l'admettra pas. Il n'arrête pas de crier à propos de l'économie, du marché. Mais ce n'est pas le marché. Ce sont eux. Ils ont fait de mauvais paris. Ils ont acheté cette deuxième usine en Ohio que je leur avais dit de ne pas acheter. Et Logan, Dieu l'aime, mais ce garçon ne pourrait pas gérer un stand de limonade. J'écoutais, serrant le téléphone. Queen et fils était la religion familiale. L'idée que l'entreprise soit en train de faire faillite était impossible. À quel point est-ce grave? Ai-je demandé. Grave, a-t-elle dit. J'ai entendu ton père au téléphone avec la banque. Ils ont 14 millions de dollars de dettes. Ils mettent tout en garantie. La maison, l'usine, les stocks. La banque menace de rappeler les prêts. 14 millions. C'était un montant stupéfiant pour un fournisseur de quincaillerie régionale. Mais pour moi, pour mon entreprise, c'était un chiffre réalisable. Maman est au courant. Marian en sait assez pour avoir peur, a dit grand-mère. Elle a commencé à vendre ses bijoux. Elle dit qu'elle est fatiguée du style, mais je sais bien que non. Elle essaie de sauver les apparences. Grand-mère a soupiré. J'ai peur, Harper. Si la banque prend la maison, je ne sais pas où j'irai. Ton père est trop fier pour demander de l'aide.
Il laissera le navire couler avec nous tous à bord juste pour prouver qu'il est le capitaine. Tu ne perdras pas ta maison, grand-mère, ai-je promis. Je te le jure. Que peux-tu faire, ma chérie? Tu es à des milliers de kilomètres. Je peux faire beaucoup, ai-je dit. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Peux-tu entrer dans le bureau de papa? Peux-tu trouver le nom de la banque et les numéros de prêt? Harper, c'est du vol. Non, grand-mère. C'est te sauver. Donne-moi juste les noms. Je m'occupe du reste. 2 jours plus tard, elle m'a envoyé par texto une photo d'un document qu'elle avait trouvé dans la poubelle. C'était un avis de saisie de la First National Bank. C'est à ce moment-là que le plan s'est formé. J'ai appelé Daniel Mercer. C'était mon avocat d'entreprise, un requin en costume 3 pièces qui coûtait $800 de l'heure. Il valait chaque centime. Daniel, ai-je dit, je veux acheter de la dette. La dette de qui, a-t-il demandé. Queen & Son Hardware, basé dans le Minnesota. Il a fait une pause. Il connaissait mon nom de famille. Il a instantanément fait le lien. Votre famille? Oui. Harper, mélanger les affaires et la famille, c'est compliqué. Si vous achetez leur dette, vous devenez leur créancier. Vous devenez celui qui tient la hache au-dessus de leur tête. Exactement, ai-je dit. Mais je ne veux pas qu'ils sachent que c'est moi. Pas encore. Utilisez une société écran. Appelez-la Phoenix Holdings. Faites en sorte que ça sonne générique. Faites en sorte que ça sonne comme un groupe d'investissement sans visage qui rachète des actifs en difficulté. Vous voulez aussi acheter leur hypothèque? Tout, ai-je dit. Les prêts commerciaux, les lignes de crédit, l'hypothèque sur la maison. Je veux posséder chaque centime qu'ils doivent. Cela a pris 6 mois. Daniel était brillant. Il a approché la banque discrètement. La banque était désespérée de se débarrasser des créances douteuses. Ils étaient heureux de vendre la dette à Phoenix Holdings pour une légère réduction. Mon père n'a jamais rien su. Il a juste reçu une lettre disant que ses prêts avaient été vendus à une nouvelle société de gestion. Il a probablement pensé que c'était juste de la paperasse administrative. Il ne savait pas que Phoenix Holdings n'était qu'un dossier dans le tiroir de mon bureau. En novembre, je les possédais. Je possédais la chaise sur laquelle mon père était assis. Je possédais le lit dans lequel ma mère dormait. Je possédais la voiture que Logan conduisait. J'en ai payé le prix. Des millions de dollars de mon propre argent. C'était un risque. Si l'entreprise faisait complètement faillite, je perdrais cet argent. Mais je ne le faisais pas pour le profit. Je le faisais pour avoir un levier. Quand j'ai reçu ce texto le matin où l'article de Forbes est sorti, je savais exactement ce qui se passait. Mon père avait probablement essayé de négocier avec Phoenix Holdings. Daniel, agissant sur mes instructions, l'aurait repoussé, payé intégralement ou fait face à la saisie. Mon père était acculé. Il n'avait plus de temps. Et soudain, il a vu sa fille renier sur Internet avec une valeur nette de 130 millions de dollars. Il n'a pas vu une fille. Il a vu une tirelire. Il pensait pouvoir m'inviter à dîner, me séduire avec de la nostalgie, peut-être verser quelques fausses larmes, et me faire signer un chèque pour sauver l'héritage familial. Il pensait qu'il demanderait un prêt. Il n'avait aucune idée que j'étais déjà la banque. J'ai fait ma valise pour le voyage de retour. J'ai emballé une robe noire. Simple, élégante, sévère. J'ai aussi emballé un dossier. À l'intérieur se trouvaient les documents de transfert, les titres de propriété, les billets de prêt, la preuve que j'étais la propriétaire du domaine Queen. Je me suis tenu dans mon salon et j'ai regardé le dossier. Je ne rentrais pas à la maison pour jubiler. Je ne rentrais pas à la maison pour être cruel. Je rentrais à la maison pour me libérer. Pendant 8 ans, ils avaient détenu le pouvoir. Ils avaient le pouvoir de me rejeter, le pouvoir de me faire taire, le pouvoir de me faire sentir petite. Ce soir, je reprenais ce pouvoir. Je me suis dirigé vers l'aéroport. Le vol pour Minneapolis durait 3 heures. J'ai passé tout le temps à regarder par le hublot, à regarder les nuages. Je n'étais plus Harper la victime. J'étais la tempête et je rentrais à la maison. La neige tombait quand j'ai franchi la limite de la ville de Maple Grove. Ce n'était pas la neige douce et jolie que l'on voit dans les films. C'était une neige dure et battante qui gelait sur le pare-brise. Le ciel était d'un violet lourd et contusionné.
Il ressemblait exactement à ce dont je me souvenais. Je conduisais un SUV Mercedes noir. Je l'avais loué à l'aéroport. Je conduisais habituellement une berline électrique pratique en Californie, mais aujourd'hui j'avais besoin d'une armure. La voiture était grande, chère et intimidante. C'était une déclaration. J'ai tourné dans Oak Street. Mon cœur a eu un coup étrange et douloureux contre mes côtes. Tout semblait identique. Le vieux cinéma, la station-service où j'achetais des granités, le terrain de football du lycée. C'était comme conduire à travers un musée de ma vie passée, une vie qui ne m'appartenait plus. J'ai tourné dans l'allée du 422 Maple Lane. La maison était illuminée comme un décor de théâtre. Mon père exagérait toujours avec les lumières de Noël. Le toit était bordé d'ampoules blanches. Les buissons étaient enveloppés de filets lumineux. Un Père Noël gonflable se tenait près de la boîte aux lettres, agitant une main en plastique dans le vent. Ça avait l'air parfait. Ça ressemblait à une maison heureuse. J'ai mis la voiture en stationnement. Je suis resté assise là pendant une minute entière, agrippant le volant en cuir. Mes jointures étaient blanches. Tu n'as pas 19 ans, me suis-je dit. Tu es la PDG de Queen Financial. Tu possèdes cette allée. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai attrapé mon sac à main et j'ai ouvert la portière. L'air froid m'a frappé le visage comme une gifle. J'ai remonté le chemin. Avant même que je puisse sonner, la porte s'est ouverte. Ma mère se tenait là. Marianne Quinn avait vieilli. Ses cheveux étaient teints d'un blond féroce et artificiel. Elle portait une robe en velours rouge et trop de bijoux. Elle sentait le parfum floral lourd et lilac. Harper, s'est-elle écriée. Elle s'est avancée et m'a prise dans ses bras. C'était une performance. Je suis resté raide, les bras le long du corps. Son étreinte semblait fragile, comme si elle pouvait se briser si elle serrait trop fort. Regarde-toi, a-t-elle dit, en reculant et en me tenant par les épaules. Ses yeux ne regardaient pas mon visage. Ils balayaient mon manteau, Burberry. Mon sac, Chanel, et mes boucles d'oreilles, des diamants. Elle calculait le coût total. Bonjour, mère, ai-je dit. Ma voix était calme. Entre. Entre. Tu es gelé. Je suis entré dans le hall. Il faisait chaud. La maison sentait les aiguilles de pain et la viande rôtie. Mon père se tenait près de l'escalier. Charles Quinn. Il avait pris du poids. Son visage était plus rougeau. Peut-être à cause du stress, peut-être à cause du scotch. Il tenait un verre à la main. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il n'a pas souri. Il a regardé au-delà de moi, par la porte ouverte, la Mercedes noire dans l'allée. Il a hoché la tête une fois, approuvant la voiture avant de me regarder. « Tu as fait bonne route ?» a-t-il dit. Le vol était à l'heure, ai-je répondu. « Bien » a-t-il dit. Il a pris une gorgée de sa boisson. Les routes sont glissantes. C'était tout. 8 ans de silence et il me parlait de la circulation. Salut, j'ai levé les yeux. Mon frère Logan était adossé à l'embrasure de la porte du salon. Il portait un pull qui coûtait plus cher que ma première voiture, mais il le portait négligemment. Il avait l'air fatigué. Ses yeux étaient injectés de sang. « Bonjour, Logan » ai-je dit. « Belle jante » a-t-il marmonné. « Location » ? « Oui » ai-je dit. Je m'en doutais. Il a souri narquoisement et s'est retourné vers la télévision qui hurlait dans l'autre pièce. Puis, tante Sylvia est sortie de la cuisine. Elle s'essuyait les mains sur un torchon. Elle avait l'air acérée, anguleuse, comme un oiseau de proie. « Eh bien » a-t-elle dit, en me toisant de haut en bas. La fille prodigue est de retour, et elle a l'air chère. « Bonjour, tante Sylvia. »« J'espère que tu as faim » a-t-elle dit. « Nous avons fait un rôti, bien que je suppose qu'en Californie vous ne mangez que du chou frisé et du tofu maintenant. »« Je mange très bien » ai-je dit. L'air dans le couloir était lourd de tension. Ils agissaient tous comme si c'était normal, comme si j'étais parti pour un week-end, pas exilé pendant une décennie. Ils faisaient semblant que le passé n'existait pas parce qu'ils avaient besoin de mon avenir. Puis j'ai entendu le bruit traînant de pantoufles. Harper. Je me suis retourné. Grand-mère Lucille se tenait à l'entrée du couloir. Elle avait l'air minuscule. Elle avait rapetissé depuis la dernière fois que je l'avais vue. Elle s'appuyait lourdement sur une canne.
Ses cheveux blancs étaient fins et son cardigan était mal boutonné. Toute la glace à l'intérieur de moi a fondu instantanément. Grand-mère, ai-je suffoqué. J'ai franchi la distance en 2 foulées et je suis tombé à genoux pour pouvoir la serrer dans mes bras. Elle sentait la menthe poivrée et le vieux papier. Elle semblait frêle comme un petit oiseau. Tu es venu, a-t-elle murmuré à mon oreille. Ses mains tremblaient alors qu'elle me tapotait le dos. Tu es vraiment venu. Je t'avais dit que je viendrais, ai-je murmuré en retour. Tu l'as fait, ma petite, a-t-elle dit, la voix chargée de larmes. Tu l'as vraiment fait. J'ai vu la photo sur l'ordinateur. Ma Harper, une magnate. Je me suis reculé et j'ai essuyé une larme de sa joue. Tu m'as manqué, grand-mère. Tu m'as manqué tous les jours, a-t-elle dit. Ça suffit. Ça suffit. La voix de mon père a tonné, interrompant le moment. Ne faisons pas de scène dans le couloir. Le dîner est prêt. Mangeons. Je me suis levé. J'ai aidé ma grand-mère à se stabiliser. Tu t'assois à côté de moi, a dit grand-mère en me saisissant le bras. Je ne serai nulle part ailleurs, ai-je dit. J'ai regardé mes parents. Ma mère se refaisait une beauté dans le miroir du couloir. Mon père se versait un autre verre. Ils ignoraient l'émotion. Ils se préparaient pour les affaires. J'ai pris le bras de ma grand-mère et l'ai conduite dans la salle à manger. La table était dressée avec la belle porcelaine, la porcelaine de mariage qu'ils n'utilisaient que pour les grandes occasions. Il y avait des verres en cristal, des serviettes en tissu, des bougies. C'était une belle table dressée pour un beau mensonge. Je me suis assise. J'ai regardé la chaise vide en face de moi. C'était ma place. Maintenant, j'étais assise à la place de l'invité. Mon père s'est assis en bout de table. Il a découpé le roast-beef avec des mouvements de scie agressifs. Alors, a-t-il commencé sans lever les yeux. La Californie. Comment c'est? C'est ensoleillé, ai-je dit. Et les impôts, a-t-il grogné. J'entends dire qu'ils vous taxent à mort là-bas. C'est le coût des affaires, ai-je dit. PFF. De mauvaises affaires si vous voulez mon avis. Il a mis une tranche de viande dans mon assiette. Nous avons vu l'article, a dit ma mère. Sa voix était trop aiguë, trop enjouée. Forbes, tu imagines? Mes amis au club n'en revenaient pas quand je leur ai dit. Quand tu leur as dit, ai-je pensé, tu veux dire quand tu t'es vanté de la fille à qui tu n'as pas parlé depuis 8 ans. C'était un bon article, ai-je dit simplement. 130 millions, a dit Logan. Il piquait une pomme de terre avec sa fourchette. C'est du cash ou c'est juste comme des stock options qui ne sont pas réels? C'est la valorisation, Logan, l'a corrigé mon père. Mais elle a des liquidités. L'article disait qu'elle en a vendu une partie l'année dernière. Ils l'avaient étudié. Ils avaient mémorisé les chiffres. C'est un mélange, ai-je dit, gardant mon visage impassible. Mais oui, c'est réel. Tante Sylvia s'est penchée en avant. Ses yeux brillaient à la lueur des bougies. Ça doit être agréable d'avoir ce genre de chance. Ce n'était pas de la chance, Sylvia, a claqué grand-mère Lucille. Elle a fusillé du regard sa belle-fille. Elle a travaillé. Elle a travaillé pendant que tu regardais des feuilletons. Le visage de Sylvia s'est crispé. Je dis juste que la tech est une bulle. Ça pourrait éclater n'importe quel jour. Ça n'éclatera pas, ai-je dit. La conversation s'est calmée. Le seul son était le grattement de l'argenterie sur la porcelaine. J'ai mangé un morceau de carotte. Ça avait un goût de cendre. Je les ai observés. J'ai regardé la main de mon père trembler légèrement alors qu'il levait son verre. J'ai regardé les yeux de ma mère qui allaient et venaient entre nous. Ils étaient nerveux. Ils étaient terrifiés. Ils attendaient le bon moment pour ouvrir le piège. J'ai décidé de les laisser faire. J'ai décidé d'attendre. J'étais l'araignée maintenant, pas la mouche. Le dîner a duré 45 minutes. Nous avons parlé du temps. Nous avons parlé des voisins. Nous avons parlé du jeu de golf de Logan. Apparemment, il devenait bon, ce qui expliquait pourquoi il ne travaillait pas. Finalement, les assiettes ont été débarrassées. Ma mère a apporté un gâteau au café et a versé du café. L'atmosphère dans la pièce a changé. Elle est devenue plus lourde. Mon père s'est éclairci la gorge. C'était un son fort et grondant.
Il a posé ses mains à plat sur la table. Harper, a-t-il dit. Je l'ai regardé. Oui, Charles. Je ne l'ai pas appelé papa. Il a tressailli très légèrement. Nous ne t'avons pas seulement invité ici pour Noël, a-t-il dit. Bien que ce soit bon d'avoir la famille réunie. Bien sûr, a ajouté rapidement ma mère. C'est si bon de t'avoir à la maison. Nous sommes confrontés à une situation, a dit mon père. Il a regardé sa tasse de café. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. L'entreprise, Queen et Fils. Je m'en souviens, ai-je dit. Le marché a été difficile, a-t-il dit. Les chaînes d'approvisionnement, l'inflation, l'arrivée des grandes surfaces. C'était une tempête parfaite. Nous avons eu quelques problèmes de trésorerie. Des problèmes de trésorerie, a ricané Logan. Papa, allez, dis-lui. Mon père a lancé un regard noir à Logan. Je suis en train de lui dire. Il s'est retourné vers moi. Nous sommes temporairement surendettés. La banque est déraisonnable. Elle menace de rappeler nos prêts. C'est une formalité, vraiment, mais ils sont agressifs. Je vois, ai-je dit. J'ai pris une gorgée de mon café. J'ai gardé ma main parfaitement stable. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Mon père a pris une profonde inspiration. C'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais eu à faire. Me demander de l'aide. Nous avons besoin d'un prêt relais, a-t-il dit. Juste pour nous débarrasser de la banque. Juste jusqu'au trimestre de printemps. Nous avons de gros contrats qui arrivent au printemps. Nous avons juste besoin de surmonter cet obstacle. Combien, ai-je demandé? 2,8 millions de dollars, a-t-il dit. Il l'a dit rapidement, comme si on arrachait un pansement. 2,8 millions de dollars. J'ai regardé autour de la table. Tante Sylvia souriait finement. C'est un investissement. Vraiment. Tu sauverais l'héritage familial. Ton grand-père a construit cette entreprise. Tu ne veux pas la voir échouer, n'est-ce pas? Ma mère a tendu la main sur la table et a essayé de toucher la mienne. Je l'ai retirée. Harper, ma chérie, a-t-elle dit, ses yeux se remplissant de ses larmes bien rodées. Cela pourrait tout guérir. Tu nous aides et nous mettons toute cette laideur derrière nous. Nous pouvons redevenir une famille. Nous pouvons recommencer à zéro. C'était si manipulateur que ça m'a retourné l'estomac. Paye-nous et nous t'aimerons à nouveau. C'était l'offre. J'ai regardé Logan. Il était penché en arrière sur sa chaise, se curant les dents. C'est de la petite monnaie pour toi maintenant, a-t-il dit. Sérieusement, tu dépenses probablement ça en chaussures. Fais juste le chèque pour qu'on puisse garder les lumières allumées. Ils étaient tous délirants. Ils pensaient que je leur devais quelque chose. Ils pensaient que mon succès était leur filet de sécurité. J'ai regardé grand-mère Lucille. Elle fixait son assiette, secouant légèrement la tête. Elle avait l'air d'avoir honte d'eux. J'ai posé ma tasse de café. Le son était fort dans la pièce silencieuse. 2,8 millions, ai-je répété lentement. C'est le montant nécessaire pour régler les avis de défaut de paiement immédiat sur l'entrepôt et le magasin principal. Mon père a levé les yeux brusquement. Comment sais-tu pour l'entrepôt? J'ai ignoré la question. Et le timing, ai-je dit. Timing intéressant. La banque vous a donné jusqu'au 26 décembre pour payer, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons ce dîner le soir de Noël. Le visage de mon père est devenu blême. Comment sais-tu ça? Je sais beaucoup de choses, ai-je dit. Je sais que tu as pris une deuxième hypothèque sur cette maison il y a 3 ans pour payer les dettes de jeu de Logan. Logan s'est redressé. Et je sais que tu as licencié ton directeur financier, Monsieur Henderson. Parce qu'il t'a dit d'arrêter de prendre de l'argent des comptes de l'entreprise pour des vacances personnelles, ai-je continué. Ce sont des affaires privées de l'entreprise, a crié mon père. Il a frappé la table de sa main. Tu n'as aucun droit de nous espionner. C'est vous qui m'avez invité ici, ai-je dit, la voix s'élevant juste un peu. Vous m'avez invité ici pour demander 3 millions de dollars. Pensiez-vous que je n'allais pas faire une vérification des antécédents? Pensiez-vous que j'allais simplement vous remettre une valise d'argent parce que vous m'avez envoyé un texto? Nous sommes ta famille, a pleuré ma mère. Nous t'avons élevé. Vous m'avez effacé, ai-je rétorqué. La pièce est devenue silencieuse.
Vous m'avez effacé, ai-je répété, plus doucement cette fois. Il y a 8 ans, dans cette même pièce, vous m'avez dit que j'étais morte. Vous m'avez dit de partir et de ne jamais revenir. Vous m'avez regardé franchir cette porte avec rien d'autre qu'un sac de sport. J'ai regardé mon père. Vous ne vous souciez pas si je mangeais. Vous ne vous souciez pas si j'avais un toit au-dessus de ma tête. J'ai vécu dans ma voiture, Charles. Je me suis lavé les cheveux dans un lavabo de salle de sport. Où était l'héritage familial alors? Nous essayons de te donner une leçon, a reniflé tante Sylvia. Et regarde, ça a marché. Tu es riche. J'ai ri. C'était un son froid et amer. Vous pensez que vous avez le crédit de mon succès? Vous pensez que votre cruauté était une stratégie? Harper, s'il te plaît, a supplié ma mère. Ne sois pas comme ça. Nous avons fait des erreurs. Nous sommes désolés, mais si tu ne nous aides pas, nous perdons tout. La maison, l'entreprise, tout. Je sais, ai-je dit. Le visage de mon père devenait violet. Alors c'est ça. Tu vas nous laisser nous noyer. Tu vas rester assise là avec tes millions et regarder ta famille être détruite par dépit. Non, ai-je dit. Je ne vais pas laisser la banque prendre l'entreprise. Mon père a expiré. Une vague de soulagement a déferlé sur la table. Logan a souri narquoisement. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'avais cédé. Bien, a dit mon père. Je savais que tu finirais par voir la raison. Nous pouvons faire rédiger les papiers par. Il n'y a pas besoin de rédiger de papier, ai-je interrompu. Que veux-tu dire? J'ai vérifié ma montre. Parce que mon avocat est déjà là. La sonnette a retenti. C'était un son sec et exigeant. Mon père avait l'air confus. Qui est-ce? Ça, ai-je dit en me levant, c'est le retour à la réalité. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Ils m'ont tous suivi, confus et chancelant. J'ai ouvert la porte. Daniel Mercé se tenait là. Il portait un long manteau et tenait une mallette en métal. La neige tourbillonnait derrière lui. Bonsoir, mademoiselle Quinn, a-t-il dit formellement. Entrez, Daniel. Il est entré dans le hall. Il a regardé ma famille avec le regard froid et détaché d'un bourreau. Qui est-ce? A exigé mon père. Harper, que se passe-t-il? Je me suis retourné pour leur faire face. Voici Daniel Mercé, ai-je dit. Il est mon avocat et il n'est pas ici pour vous accorder un prêt. Daniel a posé la mallette sur la table du hall et a ouvert les loquets. Il a sorti une pile de documents épais. Monsieur Quinn, a dit Daniel, en tendant un document à mon père. Ceci est un avis de transfert de propriété. Mon père a plissé les yeux en regardant le papier. Quoi? Depuis le 1er novembre, a expliqué Daniel, toute la dette précédemment détenue par la First National Bank concernant Quinn & Son Hardware, ainsi que l'hypothèque sur cette propriété, a été achetée par une entité privée appelée Phoenix Holdings. Je le sais, a claqué mon père. Je traite avec Phoenix Holdings depuis des semaines. Oui, a dit Daniel. Il a marqué une pause pour les faits. Et Phoenix Holdings est une filiale à 100% de Quinn Financial. Mon père s'est figé. Il a regardé de Daniel à moi. Quoi? A-t-il murmuré. Je suis Phoenix Holdings, ai-je dit. Le silence qui a suivi était absolu. J'ai acheté votre dette, ai-je dit. Toute la dette. Chaque prêt, chaque privilège, chaque ligne de crédit. Je possède les billets de banque, Charles. Vous ne devez pas 2,8 millions de dollars à la banque. J'ai fait un pas vers lui. Vous me les devez. Ma mère a halté. Sa main a volé à sa bouche. Ses yeux se sont révulsés et elle s'est affalée contre le mur, s'évanouissant dans un tas dramatique de velours rouge. Logan l'a rattrapé, mais il me fixait la bouche ouverte. Tante Sylvia a crié. Un cri court et aigu. Tu nous as piégés. Je ne vous ai pas piégé, ai-je dit. Je vous ai battu. Mon père a laissé tomber le papier. Il avait l'air vieux. Soudainement, violemment vieux. Tu possèdes mon entreprise. Ce n'est pas votre entreprise, ai-je dit. Plus maintenant. Vous êtes en défaut de paiement. Et en tant que créancier principal, j'exerce mon droit de saisir la garantie. J'ai regardé autour du couloir.
Je possède l'entreprise. Je possède les stocks et je possède cette maison. J'ai regardé le visage brisé de mon père. Harper Quinn est morte, ai-je dit, répétant ces paroles d'il y a 8 ans. Mais la PDG est bien vivante. Le silence dans le couloir était lourd, mais il n'a pas duré longtemps. Ma mère, qui s'était évanouie quelques instants auparavant, a ouvert les yeux. Elle s'est assise par terre, aidée par Logan. Quand elle m'a vu debout à côté de Daniel et de sa mallette, la réalité l'a frappée à nouveau. Elle ne s'est pas évanouie cette fois. Elle s'est mise à pleurer. Pas un léger pleur. Un sanglot fort et gémissant. Ma maison, a-t-elle crié. Charles, elle prend ma maison. Mon père a semblé sortir de sa transe. Le choc s'est transformé en une rage brûlante. Il s'est jeté sur moi, le visage tordu. Espèce de petite ingrate. Daniel s'est interposé. Il n'a pas levé les mains. Il est juste resté là, calme et large d'épaules. Monsieur Quinn, je vous conseillerais de reculer. Agresser la nouvelle propriétaire de la propriété ne fera qu'accélérer la procédure d'expulsion. Mon père s'est figé. Il a regardé Daniel, puis moi. Il respirait fort, sa poitrine se soulevant sous son pull. Expulsion, a-t-il craché. Tu ne peux pas m'expulser. C'est ma maison. J'ai construit cette vie. Vous avez emprunté cette vie, les jeux corrigés. Et vous avez arrêté de payer il y a 6 mois. Je suis passé devant lui et je suis retourné dans la salle à manger. Daniel, apportez les documents à la table. Tout le monde, asseyez-vous. Je ne m'assois pas, a dit Logan, essayant de paraître dur. J'appelle la police. Vas-y, ai-je dit en tirant ma chaise. Dis-leur que tu empiètes sur une propriété privée. Daniel a l'acte de propriété ici. Le transfert a été enregistré au bureau du greffier du comté ce matin à 9 h. Logan s'est arrêté. Il a regardé son téléphone, puis l'a remis dans sa poche. Il s'est assis. Un par un, ils sont tous retournés à la table. Le roast-beef était froid. Les bougies avaient presque entièrement brûlé. L'illusion du joyeux dîner de famille avait complètement disparu. Daniel a étalé les papiers sur la nappe blanche. Ça ressemblait à une carte de guerre. Voici la situation, a commencé Daniel, sa voix professionnelle et sèche. Quinn et Fils a un passif de plus de 14 millions de dollars. Les actifs, les stocks, l'immobilier et la marque sont évalués à environ 10 millions. Vous êtes sous l'eau. Le marché va se retourner, a argumenté mon père. Nous avons juste besoin de temps. Vous n'avez pas de temps, ai-je dit. Vous m'avez, moi. J'ai regardé mon père. J'ai regardé les livres, papa. Tu n'as pas fait de profit depuis 2018. Tu as perdu de l'argent. Tu as utilisé les prêts commerciaux pour payer l'hypothèque et l'hypothèque pour payer les cartes de crédit. C'est une chaîne de Ponzi et tu es la seule victime. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger cette famille, a-t-il crié. Non, ai-je dit calmement. Tu as fait ce que tu devais faire pour protéger ton ego. Tu ne pouvais pas admettre que tu échouais, tout comme tu ne pouvais pas admettre que tu avais tort à mon sujet. Tante Sylvia, qui était restée silencieuse, a finalement parlé. Sa voix tremblait. Alors, que se passe-t-il maintenant? Tu nous jettes à la rue à Noël? Je l'ai regardé. Légalement, je pourrais. J'ai le droit de changer les serrures ce soir. Ma mère a sangloté plus fort, mais j'ai continué. Je ne suis pas vous. Je ne détruis pas la famille pour le plaisir. J'ai fait un signe de tête à Daniel. Il a fouillé dans sa mallette et a sorti un dernier dossier. Il était mince. Il contenait un seul chèque et un court contrat. Cela nous amène à l'offre, a dit Daniel. Daniel a placé le dossier au centre de la table. Il l'a ouvert. Au-dessus se trouvait un chèque de banque. Le montant était écrit en caractères gras et noirs. 350 000 $. Qu'est-ce que c'est? A demandé mon père en le lorgnant. C'est un rachat, ai-je dit. Un parachute doré. Appelez ça comme vous voulez. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur la table. Voici l'accord. Vous me cédez complètement l'entreprise. Pas de dispute, pas de procès. Vous quittez les lieux, à la fois l'entreprise et cette maison, dans les 30 jours. Vous signez un accord de non-divulgation stipulant que vous ne me dénigrerez pas, ni la nouvelle direction.
J'ai montré le chèque. En échange, vous obtenez 350 000 $ en espèces, net d'impôts. Mon père a fixé le chèque. 350 Harper, la maison seule vaut 1 million. La maison est hypothéquée pour plus que sa valeur, ai-je dit. Tu n'as aucune équité, papa. Si je saisis, vous partez sans rien. Vous serez en faillite. Vous aurez un mauvais dossier de crédit, la honte publique, le shérif qui met vos meubles sur la pelouse. J'ai laissé cette image s'installer. Je connaissais mon père. La honte était sa plus grande peur. Si vous signez, ai-je dit, vous pouvez partir la tête haute. Vous pouvez dire à vos amis au club que vous avez décidé de prendre votre retraite. Vous pouvez leur dire que vous avez vendu l'entreprise à une société de capital investissement. Vous gardez votre fierté et vous avez assez d'argent pour acheter un appartement en Floride. Un appartement, a murmuré ma mère. Mais mon jardin, ma cuisine. C'est mieux qu'un refuge pour sans-abri, ai-je dit froidement. Logan a pris le contrat. Et moi? J'ai encore un travail? J'ai regardé mon frère. Non, l'équipe de direction est licenciée. Tu es viré, Logan. Tu ne peux pas me virer. Je suis le vice-président. Tu es le vice-président d'une entreprise en faillite, ai-je dit. Tu as un diplôme. Va l'utiliser. La pièce était silencieuse. Le choix était sur la table. Option A, me combattre, tout perdre et être publiquement humilié. Option B, se rendre, prendre l'argent et disparaître. Mon père a regardé le chèque. Je pouvais voir la bataille dans ses yeux. Il voulait me crier dessus. Il voulait renverser la table, mais c'était un homme d'affaires, et il savait au fond de lui qu'il n'avait plus de cartes à jouer. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a-t-il marmonné. Vous avez 5 minutes, ai-je dit. Daniel a un avion à prendre. Harper, s'il te plaît, a sifflé tante Sylvia. C'est cruel. Cruel? La voix de grand-mère Lucille a fendu l'air. Nous nous sommes tous retournés. Grand-mère avait regardé toute la scène en silence, sirotant son eau. Maintenant, elle a posé son verre. Ce qui est cruel, c'est de mettre une fille de 19 ans à la porte de sa maison parce qu'elle voulait suivre ses rêves, a dit grand-mère. Ce qui est cruel, c'est de l'ignorer pendant 8 ans. Ce qui est cruel, c'est de ne la rappeler que parce que vous voulez son argent. Elle a regardé mon père. Elle t'a battu, Charles. Elle a joué le jeu selon tes règles et elle a gagné. Arrête d'agir comme un enfant et signe le papier. Grand-mère m'a regardé. Cette offre m'inclut-elle? Non, grand-mère, ai-je dit doucement. Tu as une offre différente. Ah bon? Tu viens avec moi, ai-je dit. J'ai acheté une maison en Californie. Elle a une maison d'amis. Pas d'escalier. Il y fait chaud toute l'année. C'est à toi. Grand-mère a souri. C'était un sourire magnifique et sincère. J'espérais que tu dirais ça. Elle a tendu la main, a pris un stylo de la poche de Daniel et a regardé mon père. Je vais avec la gagnante, a-t-elle dit. Ça l'a brisé. Voir sa propre mère me choisir, moi, l'exilé, plutôt que lui, a été le coup de grâce final. Il s'est affalé sur sa chaise. Toute sa combativité a disparu. Il avait l'air petit. Donnez-moi le stylo, a-t-il murmuré. Ma mère a saisi son bras. Charles, non. Tu ne peux pas, c'est fini, Marie, a-t-il dit. Sa voix était creuse. C'est fini. Il a pris le stylo. Sa main tremblait, mais il a signé son nom sur la ligne. Charles Quinn. Il a poussé le papier vers ma mère. Elle a pleuré en le signant. Logan n'a même pas discuté. Il l'a signé rapidement, calculant probablement déjà combien des 350 000 $ il pourrait essayer de leur soutirer. Tante Sylvia n'avait rien à signer car elle n'avait aucune participation, mais elle avait l'air vaincue rien qu'en regardant la scène. Daniel a pris les papiers. Il a vérifié les signatures. Il m'a fait un signe de tête. C'est fait, a-t-il dit. Les actifs sont sécurisés. Je me suis levé. Je me sentais légère. Le poids que j'avais porté pendant 8 ans, la colère, le besoin de validation, la douleur, tout s'est évaporé. Je ne me sentais pas heureuse, exactement. Je me sentais purifiée. Vous avez 30 jours, ai-je dit. Daniel s'occupera des clés.
Je me suis approché de grand-mère Lucille. Es-tu prête? Je suis prête depuis que tu m'as appelé la semaine dernière, a-t-elle cligné de l'œil. J'ai regardé mes parents une dernière fois. Ils étaient assis au milieu des ruines de leur dîner de Noël, fixant un chèque qui représentait la fin de leur ère. Au revoir, ai-je dit. Je n'ai pas attendu leur réponse. J'ai pris le bras de ma grand-mère et nous avons quitté la salle à manger, descendu le couloir et franchi la porte d'entrée. La neige avait cessé de tomber. L'air extérieur était vif et clair. J'ai aidé ma grand-mère à monter sur le siège passager de la Mercedes noire. J'ai mis sa canne à l'arrière. Je me suis installé au volant et j'ai fermé la portière. Le silence à l'intérieur de la voiture était paisible. En sortant de l'allée, j'ai regardé dans le rétroviseur. J'ai vu les lumières de Noël briller sur la maison. J'ai vu le Père Noël gonflable faire un signe de la main. Tout semblait identique à mon arrivée, mais tout avait changé. Je ne me sentais pas triste de laisser cela derrière moi. J'ai réalisé alors qu'une maison n'est que du bois et des briques. Un foyer est quelque chose que l'on construit avec les gens qui vous voient vraiment. Ça va, a demandé grand-mère en me regardant. J'ai laissé échapper un long soupir. Je crois que oui. Je crois que je vais mieux que je ne l'ai été depuis longtemps. Tu as bien fait, Harper, a-t-elle dit. Tu as été dur, mais tu as été juste. Ils ne méritaient pas l'argent, mais tu le leur as donné quand même. Je ne voulais pas qu'ils meurent de faim, ai-je dit. Je voulais juste qu'ils arrêtent de me contrôler. Eh bien, a-t-elle tapoté ma main. C'est toi la patronne maintenant. Nous sommes allés à l'hôtel de l'aéroport cette nuit-là. Le lendemain matin, nous avons pris un vol en première classe pour San Francisco. La suite a été rapide. Daniel a géré la transition. Queen et Fils a été dissoute. J'ai vendu les stocks à un concurrent. J'ai vendu le terrain de l'entrepôt à un promoteur. J'ai rebaptisé les actifs financiers sous le nom de ma propre entreprise. Mes parents ont déménagé en Floride, comme je l'avais prédit. Ils ont acheté un appartement dans une communauté de retraités. J'ai appris par un cousin qu'ils racontent que leur fille est une dirigeante très occupée qui les a rachetés pour qu'ils puissent prendre une retraite anticipée. Ils ont arrangé l'histoire pour se donner le beau rôle. Je m'en fichais. Laissez-les avoir leurs histoires. J'avais la vérité. Logan a essayé de me contacter 6 mois plus tard pour demander un emploi. Je n'ai pas répondu. J'avais appris que certaines portes doivent rester fermées. La vie en Californie a changé pour moi aussi. J'ai arrêté de travailler 18 heures par jour. J'ai commencé à quitter le bureau à 17 heures. J'avais une colocataire maintenant, grand-mère Lucille. Elle adorait la maison d'amis. Elle adorait le soleil de Californie. Elle a commencé un jardin dans l'arrière-cour, cultivant des tomates et des citrons. Chaque soir, je rentrais à la maison et nous nous asseyions sur le patio. Elle me racontait des histoires sur sa vie, sur mon grand-père, sur des choses que je n'avais jamais sues. Nous avons créé nos propres traditions. Noël est devenu notre période préférée de l'année, mais nous ne faisions pas de grands dîners stressants. Nous ne portions pas de vêtements chics ni de cadeaux coûteux. Le soir de Noël, 1 an après la confrontation, nous étions assis près du feu dans mon salon. Nous étions en pyjama. Nous buvions du chocolat chaud avec un supplément de guimauve. J'ai regardé le feu. J'ai pensé à la fille qui dormait dans sa voiture. J'ai pensé à la fille qui pleurait à la bibliothèque. J'ai regardé ma grand-mère. Elle s'assoupissait dans son fauteuil, un livre posé sur ses genoux. Elle était la seule à m'avoir glissé $500 quand tout le monde voulait que j'échoue. Elle était le capital de départ de ma vie. Elle a ouvert les yeux et m'a surprise en train de la fixer. Elle a souri. « À quoi penses-tu, ma petite ?» a-t-elle demandé. J'ai levé ma tasse. « À l'investissement », ai-je dit. Elle a gloussé et a levé sa tasse pour la faire teinter contre la mienne. « Au retour sur investissement », a-t-elle dit. « Non », ai-je dit, en la regardant avec tout l'amour que j'avais gardé pendant 8 ans. « À la famille. » La vraie. Elle a pris une gorgée et a hoché la tête. La vraie. Le texto de ma mère était toujours sur mon téléphone. Je ne l'ai jamais effacé. Je l'ai gardé comme un rappel, mais je n'ai jamais répondu. J'avais dit tout ce que j'avais besoin de dire. Et enfin, pour la première fois de ma vie, j'étais en paix.